Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir vous tourner un update lecture que je tourne un petit peu en avance puisque pour moi on est le 22 je crois. Oui, ça doit être ça, le 22 octobre. Et normalement, cette vidéo, vous devez la voir mi-novembre, il me semble. Mais voilà, je viens d'avoir deux lectures de terminer. Donc, c'est l'occasion de vous tourner l'update lecture maintenant, quitte à vous le poster un peu plus tard. Mais ça me fait des vidéos qui sont tournées en avance. Du fait que ce soit les vacances scolaires et que les petits doudous soient gardés, ça me permet de prendre un petit peu d'avance pour les semaines de reprise de boulot après les vacances où j'aurai beaucoup moins le temps de filmer. Donc, bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, ça permet de terminer une trilogie. Juste avant de tourner la vidéo sur mes sagas en cours, c'est quand même très chouette. C'est le tome 3 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Donc c'est Détruire le jour. Je vous fais un résumé du tome 1. On va suivre Tessa, qui est une jeune fille qui vit dans les secteurs sauvages, qui est apothicaire et qui brave en fait les barrières du secteur royal pour voler de la fleur de lune et préparer de l'élixir pour combattre la fièvre qui touche un petit peu tout le monde dans Kandala. Et il n'y a pas assez d'élixir pour tout le monde, il est beaucoup trop cher et dans le secteur sauvage on a du mal à s'en procurer. Donc elle qui est apothicaire, elle est un petit peu rebelle et elle décide de fabriquer du rebelle et d'en distribuer. Elle va être aidée de Weston Lark qui va l'aider en fait dans cette quête là. Et en fait, il se trouve qu'un jour, Weston va se faire arrêter par la garde de nuit. Il va être exécuté. Tessa, elle va être au 36e dessous parce que ça fait des années qu'ils font équipe toutes les nuits et qu'elle en pince clairement pour Weston. Donc elle va décider de se rendre au palais, un petit peu dans un état second. Son objectif, c'est quand même de tuer le roi Aristan et la justice du roi, donc le prince Korik. Et en fait, elle a la possibilité d'avoir un antidote qui est beaucoup moins dosé, mais tout aussi efficace, ce qui permettrait d'avoir une production plus efficace aussi, et donc de couvrir un petit peu plus la demande en élixir. Et finalement, de fil en aiguille, elle va pas tuer du coup le roi et la justice du roi, mais elle va participer en fait au dialogue entre justement le secteur royal et le secteur sauvage. Voilà. Je suis pas sûre que c'est le meilleur résumé que je vous ai fait, mais globalement c'est à peu près ça qui se passe dans le tome 1. Je vous avais dit que le tome 1, j'avais beaucoup aimé la fin, mais que le début, ça avait été un petit peu long à se mettre en place, qu'il y avait eu pas mal d'incohérences et de facilité scénaristique pour moi. Je vous avais également dit que le tome 2, j'avais eu beaucoup de difficultés avec le début, où ça avait été très long à se mettre en place. Et après, j'avais énormément aimé la fin du tome 2, parce que ça se finit toujours un petit peu en apothéose en fait, et on a trop envie de savoir la suite. Donc bien évidemment que j'allais terminer la trilogie. Il s'est passé un petit peu la même chose que pour les deux premiers tomes, mais beaucoup plus rapidement. Donc j'ai un peu galéré sur le début, mais très vite en fait ça s'est mis en place. Dans ce tome 3, on va avoir vraiment l'alternance de 3 points de vue. Donc le roi Aristan qui est au cœur de la rébellion en fait, en train d'essayer de faire en sorte que la rébellion n'ait pas vraiment lieu et sauver son peuple en fait. Parce que ce roi qui est très jeune, qui a accédé au trône contraint et forcé, beaucoup trop jeune, tient énormément à son peuple et veut le meilleur pour tout le monde. On va avoir le point de vue de Korik qui se trouve avec Loclan à la toute fin du tome 2 et donc leur relation va évoluer vraiment dans un truc trop bien en fait tout au long de ce tome 3 parce que faut savoir que Loclan c'est le chef des rebelles et Korik c'est la justice du roi, donc clairement voilà, les relations entre les deux sont un peu tendues et voilà, ils vont être contraints et forcés d'être ensemble sur tout ce tome 3 et la relation entre les deux qui évolue, l'acceptation de certains traits de caractère, la compréhension aussi du passé et des réactions de l'un et de l'autre. Je trouve ça trop bien.
Et on va avoir le troisième point de vue, donc le point de vue de Tessa qui se trouve avec Rocco, donc un des gardes royaux de Aristan. Il se retrouve un petit peu isolé en fait parce que voilà, la fin du tome 2 était vraiment explosive et les trois points de vue étaient séparés. Donc voilà, on repart vraiment de ce moment-là, donc Tessa avec Rocco, Korik avec le clan et Aristan avec Kint. Kint qui est le meilleur ami de Korik et qui est l'intendant au palais. Bref. Donc, globalement, ce que j'ai pensé de ce tome 3, il clôture extrêmement bien cette trilogie. Après, ce n'est pas un coup de cœur. Et globalement, mon avis sur cette trilogie, c'est que c'est une bonne lecture. Mais pour autant, c'est pas incroyable. Je ne la récupérerai pas en version papier comme j'ai pu le faire pour Un sort si noir et éternel parce que voilà, il n'y a pas assez de matière pour moi. Le fait qu'il y ait des incohérences dans le tome 1, j'ai décidé de passer outre, mais globalement pour moi dans un univers de fantasy, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité sur cette trilogie, beaucoup d'incohérences comme je viens de vous dire, mais pour autant j'ai quand même apprécié ces personnages, j'ai apprécié la dynamique entre les personnages, j'ai apprécié l'évolution de ces personnages et Cory qui a une si belle évolution, Tessa un peu moindre mais elle parle de moins loin aussi et Aristan il est tellement cool, j'adore ce type de souverain, le fait d'avoir un souverain qui a vraiment à cœur de sauver son peuple en fait, qui va faire des choses dans ce sens là, des sacrifices très difficiles à faire mais qu'il va faire quand même parce que voilà, pour lui un roi c'est un roi qui se sacrifie pour son peuple. Voilà. Je ne vous cache pas que je me suis surprise à sangloter à la fin. Mais vraiment, à sangloter. J'étais en train de lire, je pleurais. Et à un moment donné, il a fallu que je me mouche parce que c'était trop intense. Et je me suis rendu compte que je sanglotais. C'était tellement difficile ce qui se passait. Ça m'a brisé le cœur, vraiment brisé le cœur, que j'étais obligée en fait de verser toutes les larmes de mon corps et de sangloter. Ce qui va entraîner pareil, un avis un petit peu mitigé sur la fin, puisque ce qui se passe et qui me fait sangloter, il va y avoir un petit retournement de situation, on va dire, qui ne me plaît pas vraiment. Après, comme c'est pas un retournement de situation complet, pour ceux qui ont lu le tome 3, vous devez voir de quoi je veux parler, parce que voilà, il y a un retournement de situation, mais qui n'annule pas en fait ce qui s'est passé. Donc globalement c'est mi-figue, mi-raisin, il y a une petite note d'espoir et surtout il y a une petite note de... Je ne veux pas spoiler, c'est pas facile de vous exprimer ce que j'ai ressenti, mais j'étais un petit peu déçue que ce que deux des personnages ont décidé de faire, alors ça ait fonctionné et il va falloir continuer dans cette voie-là, mais que en fait ce soit un petit peu un subterfuge. Voilà, ça m'a un petit peu déçue parce que le sacrifice aurait été suffisant pour moi, mais je comprends l'idée. Bref, c'est vraiment très dur de ne pas vous spoiler. Voilà, globalement, évolution des personnages au top, vraiment au top. On a vraiment tout un travail du côté de Aristan, de ses gardes, du peuple, de la compréhension en fait. Le fait de se mêler au peuple, c'est ce qui va permettre la compréhension des deux parties en fait. Et je trouve ça vraiment trop bien. Après, par rapport à la fièvre de Kandala, au remède, tout ça, l'explication qui est faite et qui est donnée, c'est pareil, je trouve ça un petit peu... Alors, l'explication en elle-même, elle est plutôt bien et elle est même un peu folle. Mais je trouve ça terrible de me dire qu'on en est là par un manque de communication, un manque d'information et un manque de connaissance des personnages. Parce que le roi Aristan, il est tel qu'il est. Certes, il est dur parce qu'il est jeune et il faut qu'il se donne cette carrure de roi dur pour se faire respecter des consuls. Mais pour autant, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux le fait qu'il y ait... pas de connaissance en fait de certaines choses dans toute cette histoire et que certains consuls qui découvrent la situation décident de tout garder pour eux et en fait on est dans un immense quiproquo
qui est un peu facile pour moi. En fait, je trouve vraiment que cette trilogie, elle aurait pu être 10 fois mieux si le matériel de base avait été beaucoup plus travaillé, si la trame de fond avait été beaucoup plus solide en fait. C'est ça que je vais reprocher en fait à cette trilogie. Mais par ailleurs, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. J'ai eu une petite frénésie sur la fin parce que je voulais vraiment connaître le dénouement et surtout que je sentais pas venir le gros sacrifice qui a eu lieu, mais je me doutais qu'il allait y avoir un truc dans ce goût-là. Et franchement, voilà, globalement, c'était un très bon roman. Je crois que j'ai mis la note de 15 sur 20, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour autant, mitigé quand même. Donc c'est du mitigé plus et pas du mitigé moins, mais voilà. Donc je vous conseille quand même cette lecture, mais si je devais vous conseiller la trilogie Un sort si noir et éternel ou la trilogie Défier la nuit, clairement ce serait Un sort si noir et éternel. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Vous savez que j'adore les réécritures de La Belle et la Bête. C'est aussi parce que je trouve que c'est plus travaillé, qu'il y a un univers qui est beaucoup plus dense en fait. Il n'est pas non plus archi dense dans Un sort si noir et éternel, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus sérieux. Que là, ça fait vraiment la petite trilogie facile. Si on n'a pas l'habitude de la fantasy, ça passe très bien. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Donc voilà. Globalement, je suis contente d'avoir terminé cette trilogie, de la faire passer en saga terminée. Mais voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga et de ne plus y revenir. Donc voilà, mais je me ferai quand même une joie de lire les prochains romans de l'auteur. J'espère juste que voilà, ce sera un petit peu plus travaillé. En tout cas, moi c'est vraiment mon ressenti. Donc bref, on verra bien et je vous reparle très certainement de cet auteur dans les prochaines années. Je ne me fais pas de soucis. Après avoir terminé Défier la nuit, j'avais dans ma bibliothèque le tome 2 de L'Empire des ouragans d'Alexiane de Lys. Donc Les Maîtres de l'Éther aux éditions Michel Lafon, que j'avais trop envie de lire puisque je vous ai parlé du tome 1 dans le dernier update lecture en fait, que j'ai lu en 4 jours, qui a été un immense coup de cœur. Franchement incroyable. Et donc je l'avais terminé le 5, je crois, 5 octobre. Et celui-ci est sorti le 9. Donc j'ai dû le commencer quelques jours après l'avoir récupéré. Je l'ai lu en 4 jours. Je vous fais quand même un résumé du tome 1. On va suivre Shamar qui est une coquille vide qui vient de la famille, enfin du duché de la colère. Donc on est dans un univers où dans ce royaume on a le duché de la colère, de la peur, de la joie et de la tristesse qui vont un petit peu gouverner, et c'est via leurs émotions qu'ils vont avoir des capacités et des pouvoirs qui vont permettre de faire fonctionner le royaume. En parallèle, on a le royaume de Finéar, où là on a les impassibles qui sont, comme leur nom l'indique, totalement impassibles. Donc il n'y a aucune émotion qui transparaît sur leur visage, ce qui est problématique par rapport au peuple de Shamar qui, eux, cultivent les émotions en fait et font transparaître leurs émotions. Bref, ça fait des décennies qu'ils sont en guerre, en conflit. Et le peuple de Shamar, enfin en tout cas les duchés, vont se mettre d'accord pour créer une alliance qui en fait est un peu un subterfuge pour les piéger, en envoyant Shamar comme épouse pour Aidan, donc l'empereur du royaume des impassibles. Donc elle est coquille vide, mais ils lui disent que voilà, il faut une trêve en fait, qu'ils arrêtent d'utiliser leur machine qui envoie des ouragans justement du côté des impassibles. Et voilà, il y a une trêve qui est faite, donc Shamar est envoyé, et en plus Shamar est aveugle, donc voilà, Eden n'est pas du tout au courant du fait qu'elle soit aveugle, juste que c'est une coquille vide, mais il la prend quand même pour épouse. Et dans le tome 1, on suit vraiment du coup le voyage de Shamar qui arrive dans un royaume totalement inconnu en étant aveugle en plus, sans aucune suivante pour la suivre, avec un passé extrêmement douloureux parce qu'elle a vécu l'enfer dans le duché de la colère du fait que ce soit une coquille vide. Et voilà, on va arriver dans un royaume où il y a des créatures, voilà, qui sont liées en fait au peuple des sans âme.
Et on comprend que le fait d'être impassible est nécessaire par rapport à ces créatures-là. Bref, globalement, on est là-dessus pour le résumé du tome 1. Le tome 1 se finissait terriblement, mais vraiment terriblement, puisqu'on apprenait qui était le grand méchant. Et franchement, je suis tombée des nues en apprenant qui était le grand méchant. Shamar était dans une position plus de danger absolu, de mort même absolue. Donc j'avais bien évidemment très envie de lire le tome 2 qui en fait est la fin de cette duologie. Je ne savais pas, j'étais pas sûre. Et en fait c'est vraiment dit que c'est le dernier tome de cette saga. Donc trop contente de pouvoir mettre une nouvelle saga en saga terminée et commencée dans le même mois. Sur 15 jours, j'ai commencé cette saga et j'ai terminé cette saga. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2 qui est du coup la continuité du tome 1, hein, puisqu'on repart exactement au point où on en était dans le tome 1. C'était une excellente lecture, ça a été également un coup de cœur un tout petit peu moins intense que pour le tome 1, malgré le fait que je l'ai lu en 4 jours, que c'était une addiction pas possible. J'étais tout le temps en train de lire 3 chapitres en avance, en diagonale. Je fais toujours ça quand je suis en coup de cœur parce que j'ai envie que ma lecture aille beaucoup plus vite et ça va pas suffisamment vite que dès que je me dis bon j'arrête de lire parce que je suis trop fatiguée, je vais quand même regarder quelques pages supplémentaires pour avoir des informations. Ce qui est complètement stupide puisque je reviens là où je m'étais arrêtée pour relire ces chapitres-là vraiment en détail. Donc en fait je perds un temps fou à faire ça, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'avoir quelques petites informations. Voilà, je me spoil en fait moi-même les quelques pages suivantes, voire même les quelques chapitres suivants. Bref, donc ça vous donne une information sur la hype que j'avais. J'ai un tout petit peu moins aimé parce que la relation entre Aidan et Shamar est beaucoup moins développée dans ce tome 2, puisqu'on est sur une situation vraiment très urgente, très catastrophique. Il faut que tout le monde mette les mains à la pâte pour découvrir ce qui se passe, découvrir qui est derrière toute cette histoire, tout ce complot, parce que vraiment tout le monde est en grand danger. Donc forcément, Aidan et Shamar, ils n'ont pas trop le temps pour leur mariage en fait, et ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'aime vraiment beaucoup la dynamique entre les deux. J'aime toujours autant les personnages, tous autant qu'ils sont, que ce soit le grand méchant, que ce soit les dragons, justement, que ce soit les membres de la famille de l'empereur, de la famille de Shamar. Bref, il y a énormément de personnages qui sont trop cool. Voilà, globalement, j'ai trop surkiffé ce tome 2. La fin m'a... Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment l'update lecture des fins qui me satisfont, mais c'est vraiment ça. Ça m'a satisfait, mais... Il y a un des personnages, donc Saru, qui va faire quelque chose à la fin pour régler le problème de cette situation. Et du coup, il va se mettre en danger. Ok, ça je veux bien le croire. Mais du coup, en fait, ce qu'il vient de faire, ça peut être fait à l'inverse. Pourquoi est-ce que Saru... Enfin, le personnage que Saru va aider, pourquoi est-ce qu'il fait pas la même chose mais à l'inverse pour sauver Saru en fait? Ça je ne comprends pas. Pour ceux qui l'ont lu, vous devez comprendre pourquoi, parce que en tout cas moi je ne comprends pas pourquoi. Donc surtout si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire pourquoi est-ce que il n'y a pas l'inverse qui est fait pour sauver Saru en fait, tout simplement. Ensuite, on va perdre énormément de personnages auxquels je m'étais beaucoup attachée dans ce tome 2 et ça m'a fait vraiment plaisir parce que vous savez que j'aime quand il y a des personnages principaux qui vont mourir et qui ne ressuscitent pas d'ailleurs. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a vraiment brisé le cœur, même si j'ai pas pleuré, mais ça m'a brisé le cœur pour les personnages qui vont rester. Il y a un personnage que j'aurais apprécié qui meurt parce que au vu de l'histoire c'est un peu abusé que ce personnage là survive, au vu des blessures qu'il va avoir, au vu de l'état de fatigue qu'il va vivre du fait de ses blessures. Mais il va continuer à avancer, à aider justement tout le monde pour essayer de mettre au jour le complot. Mais c'est trop en fait, quand on est dans cet état là, on peut pas, on n'arrête pas de dire que c'est un cadavre ambulant.
je n'ai pas de mal à le croire parce que franchement, ce qui lui est arrivé, c'est horrible. On ne peut pas continuer sur cette voie-là quand on est à ce point-là proche de la mort. Donc je trouve ça pas très crédible que ce personnage-là survive, mais je suis contente quand même parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est pas très crédible, je trouve. Et pour moi, en fait, il pourrait totalement y avoir un tome 3. Donc est-ce que l'auteur va faire un tome compagnon qui va un petit peu donner plus d'informations, parce que on a le point de vue du peuple de Shamar qui est laissé de côté, puisque vraiment on suit Shamar, donc on suit Shamar à Finéar, mais de son royaume à elle, on n'a que quelques chapitres par-ci par-là par rapport au duc, mais pas plus d'informations que ça. La toute fin, ça ouvre les portes sur justement ce royaume-là. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a beaucoup de choses qui vont découler de tout ça. Il y a un personnage qui est à l'article de la mort qui peut encore être sauvé, mais c'est pas le cas et il y a plein de choses à faire pour essayer de le sauver. Il y a deux personnages qui font partie de cet immense complot qui ont réussi à s'enfuir et qui sont encore recherchés. Ça peut être compliqué aussi. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui restent sans réponse. Et moi, j'apprécierais un tome 3 ou un tome compagnon parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Autant, des fois, je trouve qu'il y a trop de longueur dans certaines sagas, qu'on pourrait retirer un tome ou qu'on pourrait faire des tomes plus petits. Autant là, il n'y a pas du tout de longueur. C'est haletant du début à la fin, à tel point que je suis obligée de lire quelques chapitres en avance. Bref. Mais du coup, en fait, il me manque quelque chose. Il me manque vraiment quelque chose. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis que c'est le dernier tome. Au début, c'est écrit « Je dédicace ce second et dernier tome à Gwendoline ». Ce second et dernier tome. Donc pour moi, c'est vraiment le dernier tome, mais c'est pas complètement abouti. Et c'est ce que je vais reprocher du coup à Alexiane de Lys. Elle m'a totalement embarquée dans ce royaume. Elle m'a totalement embarquée dans cet univers, dans cette magie, dans ces créatures, dans les relations des personnages, parce que tous les personnages, autant qu'ils sont incroyables, mais pour autant, c'est pas suffisant pour moi. Il y a trop de choses en suspens et on pourrait faire plus. Et j'avais dit un petit peu la même chose pour Entre nous la rivière, qui était un one-shot en fait, et le but c'était, elle le dit en fait, qu'elle voulait pas spécialement travailler l'univers, que c'était un one-shot pour parler de certains sujets bien spécifiques, ce que je comprends, mais ça aurait pu être beaucoup plus développé. Là, on est sur 2 tomes, ça aurait pu être un 3e tome. Donc franchement, un tome compagnon, ce serait cool, mais d'un autre côté, si on se réfère au royaume de Shamar, Shamar va être présente avec Aiden de ce côté-là du royaume, parce que au vu du final, ils seront forcément présents. Et donc, on se retrouve avec, du coup, potentiellement les mêmes personnages principaux. Donc, un tome compagnon, je suis pas sûre. Ou du point de vue de Ina, peut-être, de la petite sœur de Aidan, peut-être. Mais du coup, on resterait du côté de Finéar, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe du côté de Shamar, en fait. Donc voilà, globalement, je ne peux que vous conseiller cette duologie qui est juste incroyable. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez les dragons, si vous aimez les relations humains-dragons, si vous aimez les personnages qui sont touchants, attachants, drôles, franchement, trop bien. Les personnages qui souffrent, vous savez comme j'aime quand les personnages principaux et secondaires d'ailleurs souffrent. La Shamar, c'est plus. Aidan, il prend cher aussi dans ce tome-là. Nikki, n'en parlons pas. Certains dragons, horrible. Donc moi j'ai vraiment surkiffé ce côté de souffrance absolue. Tout est trop bien en fait, mais pour moi, un tome 3 ne serait pas du tout de trop. On pourrait largement faire un tome 3 de cette épaisseur-là, sans problème, parce qu'il y a trop de questions en suspens, il y a trop de choses qui peuvent être encore racontées. Donc voilà, je suis perplexe sur second et dernier tome. Donc je l'ai passé en saga terminée pour ma vidéo sur mes sagas en cours, mais je me dis que c'est pas fini, c'est pas possible. Et un tome compagnon, je trouve ça un peu bizarre si c'est sur les mêmes personnages. Donc voilà, globalement, lisez.
L'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys, l'écriture est top, tout est top. L'univers, les personnages, les émotions, tout est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas une seule seconde. Et en plus, franchement, je suis pas trop fan des personnages dans les yeux des dragons, mais je trouve quand même que les tomes sont trop beaux. Et je me ferai une joie de récupérer le tome 1 dans ma bibliothèque à Noël. J'espère qu'on me l'offrira. Voilà. Du coup, je vais clôturer cette update lecture ici. Je pense qu'il est très long parce que visiblement j'avais pas mal de choses à vous dire sur ces deux romans. Donc c'est l'update lecture de la clôture de 2 sagas. Je suis vraiment trop contente parce que je vous avais dit que j'étais dans une dynamique là sur septembre-octobre, même août-septembre-octobre, de terminer des sagas et d'avancer des sagas. Donc là j'en ai terminé une et j'en ai commencé une que j'ai terminée. Donc ça permet de remettre le compteur à 0 pour cette saga-là. Donc trop bien. Franchement, je suis très satisfaite de moi. La lecture que je traîne depuis mi-août, je la finis aujourd'hui ou demain. Promis. Vraiment, je mets les bouchées doubles pour la finir. Donc je vous en reparle dans le prochain update lecture et ça passera en saga terminée. J'ai envie de dire. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!